Ce troisième cours de thermodynamique, évolution d'un système fermé, est encore un cours d'introduction avec pas mal de définitions et de concepts nouveaux, plus ou moins. Alors on va commencer avec la notion de transformation. Alors on va distinguer dans le cours les transformations finies. Alors si on prend un diagramme PV, vous savez que j'adore ça, le diagramme PV, diagramme de Clapeyron. Voilà, si on est sur un point A ici, à l'équilibre, voilà, certaines pressions, certains volumes, certaines températures, et qu'on effectue une transformation, on peut se retrouver sur un nouveau point B avec la transformation entre les deux, quelconque, AB. Donc là, on parle de transformation finie. À l'opposé, on a les transformations infinitésimales. Si on passe d'un point M, alors à l'instant T, en un point M' à l'instant T plus dt, là on parlera de transformation élémentaire. La variation des grandeurs physiques, la variation relative aura été très faible. Voilà, donc cette transformation d'un point A à un point B peut être quasi statique ou infiniment lente si, en gros, chaque transformation élémentaire qui mène du point A au point B reste un équilibre. Et donc, en fait, le passage de A à B se fait par une succession d'équilibres infiniment proches. Voilà, infiniment voisins. Et donc toutes les grandeurs thermodynamiques restent parfaitement définies. En gros, il n'y a pas de choc. Donc le infiniment lent est une grandeur, est une notion évidemment très relative. Qu'est-ce que c'est infiniment lent? Parce que bon, un siècle par rapport à la durée de l'univers, ça reste faible. Une microseconde aussi. Maintenant, dans le cas qui nous intéresse, infiniment lent, il va falloir que, en gros, les vitesses d'évolution de nos transformations, en tout cas si on fait varier le volume, il va falloir que ces vitesses restent inférieures à la vitesse du son, ce qui reste quand même très élevé. Dans ce cas-là, les grandeurs physiques resteront définies, on n'aura pas de choc, quoi. Voilà. On peut rajouter une autre définition qui est la définition de transformation réversible. Alors, une transformation est réversible si évidemment on a pu aller d'un point A vers un point B de façon infiniment lente, d'accord, mais qu'on peut aussi revenir au point B en repassant, parce que bon, revenir au point A, pardon, bon, on peut toujours, je veux dire, mais ça devient réversible si on peut le faire en repassant par tous les micro-états infiniment proches d'équilibre qu'on a pris à l'aller. D'accord ? Dans ce cas-là, on parlera de réversibilité thermique et thermodynamique. Et en fait, il faut évidemment, pour avoir la réversibilité complète, avoir également une réversibilité mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de frottement solide, c'est-à-dire qu'en gros le piston ne grippe pas, ou fluide, c'est-à-dire qu'en gros les frottements avec l'air qu'on en déplace soient négligeables pour qu'il n'y ait pas de dissipation d'énergie. Voilà. Donc, et pareil, une réversibilité thermique, donc pas de gradient de température, c'est-à-dire qu'en gros les variations de température sont infiniment nulles pour qu'on puisse considérer qu'il n'y ait pas de diffusion thermique et donc qu'on soit réversible. Donc évidemment c'est un modèle, dans la réalité on est loin de ça, puisqu'on a forcément des frottements où si on veut faire une transformation, généralement la température change un peu. Le problème dans la réalité, c'est qu'il y a toujours des phénomènes de diffusion, donc thermique, donc qui dit différence de température locale va introduire un gradient thermique et donc des phénomènes de diffusion. Si par exemple on met une goutte d'encre dans de l'eau, la transformation est irréversible, la goutte d'encre va lentement diffuser et il va être impossible de la récupérer, donc de revenir en arrière. D'accord ? Voilà, un exemple qui n'est pas cité ici, si vous faites cuire un œuf, vous pouvez le faire cuire infiniment lentement, c'est-à-dire élever très lentement la température, vous allez dénaturer progressivement vos protéines, et donc vous aurez à la fin un œuf au plat, et si vous voulez récupérer votre œuf cru, eh ben, c'est mort, d'accord ? Donc dès qu'il y a des phénomènes dissipatifs, donc de diffusion de matière thermique ou de frottement, et ben on a quelque chose qui est une évolution qui va être irréversible
Et donc ça c'est la réalité. Après le modèle réversible, vous allez voir, il est quand même très utile parce qu'on n'a pas forcément besoin de connaître la réalité pour connaître une variation d'état d'une grandeur. Voilà. Alors les exemples classiques de transformation, alors on va les faire sur le diagramme PV, hein, c'est indiqué là. Donc je vais faire un gros diagramme PV. Voilà, c'est particulièrement vertical, je suis content. Donc diagramme PV. Et on regarde donc ce qui se passe. Donc une transformation isobare, c'est une transformation pour laquelle la pression du système reste constante. Donc là, si jamais on a le système qui est comme ceci, une transformation isobare, par exemple, ça va être comme ceci. Là, je passe d'un point A à un point B par une transformation isobare. Alors, il s'agit là d'une transformation isobare, donc qui est décrite ici, hein, à ne pas confondre avec une transformation monobare. La transformation monobare, c'est une transformation pour laquelle le système est en contact avec une atmosphère qui impose une pression extérieure constante. Alors quand on dit une seule atmosphère, ça peut être aussi un opérateur qui maintient une certaine pression. Quand on dit pression extérieure, c'est pas forcément pression atmosphérique. L'extérieur étant ce qui est en dehors du système. Ça peut être l'atmosphère, plus un opérateur, plus autre chose. Donc la petite différence, c'est que quand vous prenez donc votre système, d'accord, là il a une certaine pression. Si vous vous débrouillez pour que cette pression reste constante par un mécanisme ou un autre, vous avez une évolution donc isobare. Isobare et pression du système. Si maintenant la pression extérieure est constante, alors ok, c'est une chose, mais il faut encore que le système soit en contact avec. Donc forcément, il faut que le piston soit mobile. Donc au départ, vous avez équilibre, d'accord, à l'instant initial qui est un instant d'équilibre, vous avez équilibre entre les deux. Okay. Vous faites une évolution quelconque, et là, ce qui peut se passer, c'est que la pression à l'intérieur fasse en gros tout et n'importe quoi au cours du temps. Hein, d'accord, vous suivez votre pression, elle fait tout et n'importe quoi. Sauf que comme au départ on était à l'équilibre, la pression au départ était égale à la pression extérieure. Et comme à la fin de l'évolution, on va de nouveau être à l'équilibre, et ben on sera de nouveau à la pression équilibre. Donc dans une évolution monobare, normalement entre deux états d'équilibre, vous avez forcément la pression initiale qui est égale à la pression extérieure qui est égale à la pression finale. D'accord ? En revanche, au cours de l'évolution, la pression peut varier. Évidemment, si la pression, si on a une évolution isobare, d'accord, pour une évolution isobare, la pression est constante tout du long, quoi. D'accord ? Ça c'est isobare. D'accord ? Et ce que j'ai fait en noir, c'est monobare. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour la différence. Alors on a le même type de notion pour isotherme et monotherme, donc exactement le même type de dessin, c'est-à-dire que vous avez votre piston, une certaine température extérieure, soit vous faites une évolution qui au cours du temps assure à la température de varier de façon constante. À ce moment-là, vous avez une évolution qui est isotherme. Ou alors vous êtes au départ à l'équilibre et donc vous avez la température qui est égale à la température extérieure et vous avez une évolution quelconque, mais à la fin vous êtes de nouveau dans un état d'équilibre et donc la température extérieure est à nouveau en équilibre avec le système est de nouveau en équilibre avec l'extérieur et donc la température extérieure est égale à la température à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, on dira que l'évolution est monobare. Voilà, et enfin il y a le dernier adjectif qui est évolution isochore, donc à volume constant. Donc si on représente ça sur un diagramme PV, on a donc, j'ai commencé par l'évolution donc isobare, ensuite on peut faire une isochore, et ensuite on peut faire une isotherme. Alors donc là on a le volume qui est donné, là on a la pression qui est donnée, et donc on a une isotherme. Alors je rappelle que une isotherme c'est T qui est égal à une constante sur une isotherme, T du système, température du système. Autrement dit, P qui est égal à nRT sur V, qui va s'écrire sous la forme constante sur V. Et Y égale 1 sur X, c'est une hyperbole. Et donc pour un gaz parfait, puisque là on s'intéresse à l'exemple du gaz parfait, on va avoir ici une hyperbole, et donc là on aura l'isotherme. Iso V et
isopé. Voilà, donc ça c'est voilà les trois évolutions classiques pour un gaz parfait. Alors une petite remarque que j'ai oublié de faire, c'est si jamais l'évolution est isotherme, là, si je reprends ici le point là, sur la température, si l'évolution est isotherme et infiniment lente, monotherme et infiniment lente, vous imaginez que à chaque instant il y a équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, d'accord, et donc à chaque instant la température est égale à la température intérieure est égale à la température extérieure, et donc vu que c'est vrai tout le temps, la température finalement intérieure va rester constante si l'évolution est monotherme, puisque la température extérieure reste constante, comme la température intérieure est tout le temps égale à la température extérieure, finalement elle est constante. Même remarque pour une évolution monobar et isobar, une évolution monobar infiniment lente et isobar. Une évolution monobar infiniment lente et isobar. Évidemment, ça suppose, pour avoir un sens, que le piston soit mobile, parce que s'il est figé, forcément on peut pas égaler la pression en ajustant justement le piston. Même remarque pour la température, ce discours a un sens si les parois sont diathermanes pour justement qu'il y ait échange thermique et qu'il y ait possibilité d'égaler la température extérieure avec la température intérieure. Voilà. Donc ça c'est pour les évolutions. Alors évidemment c'est intéressant dans le cas des gaz, un peu moins dans le cas des phases condensées. Puisque dans le cas des phases condensées, le volume varie très peu avec la température, la pression également, donc la notion de piston, pareil, ne prend de sens que pour un gaz, puisque pour un liquide, on ne s'amuse pas trop à comprimer des liquides ou des solides. Qui dit évolution d'un système dit généralement échange d'énergie, donc ça on va pouvoir le faire par deux moyens, soit des transferts d'énergie par travail, soit par transfert thermique. Alors on va commencer par les notions plutôt mécaniques avec le travail. Donc le travail, je vous ai redéfini le travail d'une force et la puissance. Et donc nous le travail qui va surtout nous intéresser, c'est celui des forces pressantes. Donc le théorème ici vous donne justement l'expression du travail élémentaire des forces pressantes. Donc si vous avez une pression extérieure, donc une atmosphère, un opérateur, où vous posez une grosse masse sur la surface du piston, donc ça vous crée un poids. Donc un poids sur une surface, c'est une force. J'ai dit une force sur une surface, oui, un poids sur une surface, c'est une pression, d'accord. Une pression, c'est une force par unité de surface. Donc là, vous imaginez le piston, d'accord, et donc vous le déplacez, et en le déplaçant, vous le déplacez d'une petite variation dx, si on prend l'axe x dans ce sens-là, et donc si le piston a une surface S, vous balayez finalement, en arrivant là, vous balayez une surface S dx, d'accord, et donc comme le travail c'est la force fois le déplacement. La force, c'est donc la pression extérieure fois la surface. Ça, c'est la définition d'une force pressante. La force, c'est un vecteur. La pression est un scalaire. La pression, c'est juste un nombre qui caractérise donc un certain potentiel créé par justement l'extérieur. Et donc, vous avez cette pression, ce scalaire qui va donner naissance à une force à partir du moment où on l'écrit pression fois surface. Et donc si on pousse dans ce sens-là, dans le sens UX, on a le déplacement qui est comme ceci, et donc la force est évidemment de l'extérieur sur le système, le système qui est dans le piston, elle s'exerce donc dans le même sens ici que le déplacement, et donc vous avez PS dx comme travail. Et donc, comme le volume a diminué, dV en valeur absolue est égal à S dx, mais évidemment, dV étant négatif, quand on algébrise, on remet le signe moins. Donc, on retient que quand le volume diminue, on comprime donc le système, et donc pour faire ça, on a dû... le système a reçu de l'énergie, d'accord, donc c'est nous qui avons dû pousser et donc fournir de l'énergie au système pour réussir à le comprimer. En revanche, si jamais le système se détend,
à ce moment-là le volume augmente, et à ce moment-là c'est nous au contraire qui allons pouvoir bénéficier de cet effet de déplacement, hein. On récupère donc de l'énergie, et donc là c'est le système qui en a perdu, et donc on a le travail qui est négatif. Voilà. Donc la remarque, le théorème 2 est assez évident, hein. Si jamais la pression extérieure est constante, pour une évolution donc monobar, à ce moment-là, l'intégrale, hein, comme le travail élémentaire, c'est moins P extérieur dV, si P extérieur est constant, on peut directement intégrer dV en delta V1, et donc ça nous fait directement le travail qui est égal à moins P extérieur fois la variation de volume. Autre remarque évidente, hein, si jamais il n'y a pas de variation de volume, il n'y a pas de travail des forces de pression. Alors, dans ce cours, enfin dans cette partie-là, l'expression magique delta W égale moins P extérieur dV, celle-là, c'est vraiment la formule à retenir. Et je répète encore une fois, P extérieur, c'est la pression extérieure, pas forcément atmosphérique, hein. Il faut vérifier l'énoncé, hein. Des fois on rajoute des masses ou autres, en tout cas c'est moins P extérieur dV, et c'est pas non plus la pression à l'intérieur du système, hein. En tout cas pour une évolution quelconque. Donc cette formule-là, elle à retenir. On va voir qu'elle peut, justement dans certains cas particuliers, comme ici à monobar ou isocore, elle se simplifie. Maintenant on va voir un peu dans la suite ce qu'on peut en faire. Alors, j'ai dit avant que c'était plutôt intéressant pour les gaz parfaits, donc là on va faire une rare application dans le cas des phases condensées, hein, ce qui n'est pas généralement les cas les plus usuels de travail de force de pression, puisque généralement sur une phase condensée, hein, il faut sacrément presser pour faire varier le volume. Alors justement, dans un cas extrême, si on veut transformer du graphite en diamant, on nous annonce qu'il faut une pression 15 000 fois supérieure à la pression atmosphérique. Donc en gros, il faut une pression extérieure qui est égale à 15 000 fois, donc 1,5 fois 10 puissance, donc 4 pour 15 000, mais 4 fois et 5, ça fait 9 pascal. D'accord, 1,5 gigapascal pour transformer donc le graphite en diamant. Estimer donc le travail nécessaire pour transformer 1 kg de graphite en diamant. Alors, ça serait intéressant, hein, on serait vite riche. Hein. Donc la densité du diamant, on nous la donne, et celle du graphite. Donc on prend la formule qui était juste avant. Hein. Donc là, comme la pression extérieure est constante, on peut directement écrire que c'est moins la pression extérieure fois le volume final moins le volume initial. Le volume final, c'est le volume du diamant, et le volume initial, c'est le volume du graphite. Or, le volume du diamant, c'est égal à la masse du diamant, donc ici c'est 1 kg, mais bon, on va faire les choses en littéral. Dans le dernier DS, j'ai encore vu des élèves qui faisaient du mélange littéral numérique, hein. Alors à votre âge ça devient grave. Donc le volume du diamant, c'est la masse du diamant, alors je vais la noter M, hein, le kilo ici, hein, d'accord, ce kilo là on le note M. Donc sur la masse volumique du diamant, et pareil ici, la masse sur la masse volumique du graphite. Voilà, donc on a tout pour faire le calcul. Il ne faut pas se tromper dans les unités, hein, puisqu'on nous donne la densité. Si la densité est de 3,51 pour le diamant, ça fait que la masse volumique du diamant est de 3510 kg par mètre cube. Et pareil pour le graphite, hein, 2260. Donc si on fait l'application numérique, on va avoir donc moins 1,5 fois 10 puissance 9 fois la masse, donc la masse c'était 1 fois donc 1 sur donc le final, donc 3510 moins 1 sur je sais plus 2260 et on obtient donc un travail en joules, donc 236 kilojoules pour le travail. Alors on remarque première chose que c'est positif, hein. Le système a dû recevoir de l'énergie
de nous, hein, de l'extérieur. Donc le système reçoit effectivement de l'énergie, et grâce à cette énergie, il va pouvoir faire cette transformation, hein, qui est quand même relativement coûteuse. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'application simple, un peu folklorique, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on presse du graphite pour faire du diamant. Voilà, donc l'exercice 2, on va dire, est plus classique dans le sens où il utilise donc un gaz parfait. Hein. Donc on va faire des transformations sur n-mol d'un gaz parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir l'énoncé et on va repartir sur une page blanche, ce sera un peu plus clair. Hein. Voilà, donc la magie de la technologie, on arrive sur la page blanche, et donc on veut faire la transformation d'un état A à un état B par 3 chemins différents. On va déjà représenter A et B sur un diagramme de Clapeyron, hein, comme d'habitude, le fameux diagramme PV. Donc on a donc la pression en A qui vaut PA, la pression en B qui vaut 3 fois PA, voilà, le volume et la température en revanche qui est la même. Alors si la température est la même, c'est qu'on est sur il y a moyen de passer de A à B par une isotherme. Alors ensuite il faut vérifier ce qu'on nous annonce sur les volumes. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'information sur les volumes. Donc, en fait, on est en A, quelque part, donc sur cette horizontale, sauf qu'à la fin, on veut être en B là-haut. Et on voit qu'on peut le faire via une transformation isotherme, puisque justement, les températures initiales et finales sont les mêmes. Donc, l'isotherme, je rappelle que ça avait la forme d'une hyperbole. Donc, en gros, on est capable de passer de A à B de cette façon-là. D'accord, et donc justement selon une compression. Voilà. Donc compression isotherme, donc VA et VB. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que comme dans cette transformation-là, donc ça c'est le chemin 1, première chose qu'on peut remarquer, c'est que dans ce cas-là, la température du chemin 1 est une constante. Ce qui veut dire que, comme la quantité de matière ici est constante, hein, puisqu'on travaille sur des transformations, on a n mol de gaz parfait sous le piston, il n'y a pas de perte de matière. Hein, donc en fait, nRT est une constante, et nRT, c'est égal à PV. Ce qui veut dire que PAVA est égal à PBVB. Okay, donc comme en fait on a une pression en B qui est 3 fois plus grande que la pression A, ça veut aussi dire que le volume en fait est 3 fois plus petit. Hein. Donc là en fait on va avoir VA sur 3, hein, de façon à ce que le produit justement PBVB, d'accord, 3 PA soit égal au produit PAVA. Voilà, donc ça c'est une remarque qu'on va réutiliser sans doute dans la suite, mais en tout cas qu'il est intéressant de faire. Donc là, on a fait la représentation du chemin 1. Calculer les travaux durant les 3 transformations proposées en fonction uniquement de N, R et T, c'est-à-dire pas en fonction de V et P. Donc en fait, cette remarque-là va sans doute servir. On va faire un chemin après l'autre. Hein. Donc on va commencer par le travail du chemin 1. Donc sur le chemin 1, alors cet exercice-là est vraiment fondamental. Hein. Je sais que là, vous pouvez mettre un petit cœur, hein, parce que ça va vraiment être un grand classique. Hein. Donc ça, je veux que ce soit fait, refait et maîtrisé. Hein. Donc, on y va. Donc j'ai fait mon coloriage. Donc, on sait que le travail élémentaire, il est égal à moins P extérieur fois dV. Et donc ici, la question qu'on se pose, c'est que vaut P extérieur. Alors P extérieur, on ne sait pas trop, mais on peut réfléchir. Donc que dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que l'ensemble des transformations sont faites de façon réversible. D'accord? Sont faites de façon réversible, donc ça veut dire infiniment lente et mécaniquement réversible. D'accord? Et donc dans ce cas-là, on peut utiliser le théorème 4,
que j'ai zappé précédemment, d'accord, et qui dit que pour une transformation infiniment lente et mécaniquement réversible, donc une transformation réversible tout court est forcément mécaniquement réversible et en plus infiniment lente. Donc c'est encore plus fort. Mais bon, donc pour une transformation qui est au moins infiniment lente et mécaniquement réversible, le travail élémentaire est égal donc à moins PdV. Donc là, ça c'est assez facile à démontrer hein, comme théorème, puisqu'en fait normalement on a cette formule-là, sauf que si c'est infiniment lent et mécaniquement réversible, c'est-à-dire qu'à chaque instant, la pression est égale à la pression extérieure, d'accord, puisqu'à chaque instant, équilibre d'accord, instantané, hein, puisque ça se fait de façon très très lente. Et donc finalement, on ne connaît pas la pression extérieure, mais pas non plus la pression intérieure, donc on préfère écrire la pression intérieure, puisqu'en revanche, celle-là, on sait que pour un gaz parfait, P, d'accord, pour un gaz parfait, est égal à nRT sur V. Alors, je rappelle que sur la transformation qu'on étudie, on est sur une transformation isobar. Donc ça, c'est constant. Donc quand je dois intégrer ça, a priori j'ai un peu peur parce que P dépend du volume, donc je ne peux pas intégrer simplement en disant P delta V. D'accord, je prends des pincettes, je me dis tiens, on me demande d'intégrer F dx en maths, si je ne sais pas ce que c'est F, je ne vais pas réussir, quoi. Donc là c'est P, une pression du volume, donc j'y vais calmement et je sais qu'en fait j'ai l'expression. Évidemment, il faut écrire une ligne de plus, il faut se rappeler qu'on prend le modèle du gaz parfait, c'est dit dans l'énoncé. Et donc finalement on doit intégrer cette affaire-là, et là ça devient beaucoup plus simple, puisque delta W égale moins nRT dV sur V, avec ça qui est constant, et donc juste ça à intégrer, ça on reconnaît la dérivée du logarithme, donc en fait le travail donc de A à B, ça va être moins nRT, donc ln de V final, donc B, sur V initial A. Voilà. Alors le rapport des volumes, je rappelle qu'il vaut le rapport des pressions, et donc dans notre cas, alors là je vais faire du littéral numérique, hein, exceptionnellement, on reste homogène, hein, puisque c'est sans dimension, hein. Donc on demande d'exprimer en fonction de nr et t, donc B sur VA ça vaut 1 tiers, donc on se retrouve avec simplement nRT ln de 3. On vérifie que c'est positif, ça on n'est pas mécontent puisqu'on a dit que le volume diminuait. Si le volume diminue, c'est qu'il y a compression, donc c'est bien le système qui reçoit de l'énergie, et donc on doit trouver un résultat positif. Donc là on a trouvé le travail 1 sur l'évolution 1. Voilà, donc il faut encore faire les deux autres chemins. Alors le chemin 2, c'est représenté par une droite dans le diagramme de Clapeyron. Je vais le faire après, je vais d'abord faire le chemin 3. Le chemin 3, c'est une isocore suivie d'une isobar. Donc une isocore, je monte à volume constant, et isobar, je poursuis à pression constante, donc il n'y a pas trop le choix. Pour le chemin 3, il va falloir faire quelque chose comme ceci. Donc je vais effacer ce qu'il y a en dessous, hein. Ça va arriver tout de suite. Donc le travail 3, ça va être donc le travail sur l'étape iso V plus l'étape du travail sur l'iso P, l'isobar. Donc celle-là on a vu que c'était nul, hein, il n'y a pas de variation de volume, et l'iso P, la pression est constante, donc ça on sait que là l'intégration on a le droit d'écrire moins P, donc la pression en cours, donc c'est 3 fois PA, hein, donc PB, et fois la variation de volume, donc volume final VB moins VA. Voilà, et donc là il faut bidouiller cette formule pour arriver à quelque chose qui dépend que de NR et T. Alors évidemment on reconnaît des produits PV, donc on va essayer de transformer ça en NRT. Donc on a finalement PB VA moins PB VB. Or on se rappelle que PB c'est 3 fois PA, donc 3 PA VA moins PB VB. Et ça, c'est égal à NRTA, et ça c'est égal à NRTB. Donc on a 3 NRTA moins NRTB, sauf qu'on se rappelle que TA égale TB égale T, et donc on conclut que c'est égal à 2
de nRT. À nouveau, c'est positif, hein, puisque l'évolution complète reste une compression. Voilà, donc ça c'est l'évolution 3, et il reste enfin l'évolution 2. Alors l'évolution 2 est un peu bizarre, hein, c'est une droite, donc on fait une droite comme ceci, et donc là on a l'évolution 2. Alors ça correspond à rien de physiquement défini, hein, c'est pas une iso quelque chose, hein, c'est rien du tout. Et donc là on doit calculer le travail. Donc pareil, je vais effacer en dessous, on va recommencer. Alors pour l'évolution 2, donc le travail 2, donc on revient sur la définition élémentaire, donc moins P extérieur dV. Donc là à nouveau, là, comme c'est infiniment lent et mécaniquement réversible, puisque c'est réversible, on peut dire que la pression extérieure est tout le temps égale à la pression à l'intérieur, et donc transformer ça en moins PdV. Et donc là, on se dit qu'il faut intégrer ça. Alors P, c'est une fonction du volume. On voit que quand la pression varie, hein, sur cette droite-là, quand la pression varie, le volume varie. Alors, c'est pas une formule toute faite, hein. Il faut que je trouve comment varie P avec le volume. Alors, il y a une première méthode qui consiste à trouver l'équation, hein, puisque c'est l'équation d'une droite dont on connaît deux points, le point A et le point B, on connaît la pression et le volume. Donc on peut trouver avec le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, l'équation de la droite, l'intégrer, et donc on arrive sur une formule, voilà, ce calcul intégral. Ou sinon, on fait de la géométrie, hein, c'est plus simple, hein. La géométrie c'est quand même plus efficace, et donc on va voir que moins l'intégrale de PdV de A à B, d'accord, ça va être égal à, alors comme ici le volume diminue, ça va être égal à moins l'air, donc comme il y a déjà un moins devant, ça va être finalement l'air sous justement la courbe, et donc en l'occurrence, si je regarde ce que j'ai fait là, l'air sous la courbe qui est ici une droite, et en fait c'est l'air d'un trapèze, et donc on peut directement géométriquement calculer l'air d'un trapèze. Alors l'air d'un trapèze, je vous rappelle que c'est petite base, fois petite base plus grande base fois hauteur, donc petite base c'est ici, plus grande base c'est ici, fois hauteur, donc la hauteur c'est ça, sur 2. D'accord, donc quand on fait ça, on arrive à donc PA plus PB, ça c'est la petite base, et la grande base fois la hauteur, donc V, alors c'était VA le grand, puisqu'on fait ça en géométrique, hein, VA moins VB sur 2. Bon, et là à nouveau il faut faire joujou avec le produit PV qui est égal à NRT, puisqu'on veut à la fin uniquement le résultat en fonction de NRT. Alors PA plus PB, ça fait 4 PA, on va tout exprimer en fonction de PA, et donc fois le 1,5, bon, ça va simplifier, et il va me rester donc VA moins VB, VA moins VB, pareil, on va tout exprimer ça en fonction de VA pour avoir le produit PA-VA, et donc VB c'était VA sur 3, donc on se retrouve avec 2 PA fois 2 tiers, donc lui c'est VA sur 3, donc il nous reste 2 tiers de VA, donc comme ceci, et ça donc c'est égal à PA-VA, c'est égal à NRT. Voilà, donc j'ai une dernière expression en fonction de NRT, et donc finalement j'ai calculé 3 fois le travail sur 3 chemins différents. Une fois j'ai trouvé 4 tiers de NRT, une autre fois j'ai trouvé NRT ln de 3, et une autre fois 2 NRT. Donc finalement, vous voyez que le travail, une remarque importante, c'est que le travail, c'est ce qu'on appelle une grandeur qui n'est pas une grandeur d'état, puisqu'elle ne dépend pas juste de l'état initial du système et l'état final, puisque là on part 3 fois du même endroit pour finir 3 fois au même état. Et en revanche, comme les chemins ne sont pas 3 fois les mêmes, on note que les résultats, donc la fonction travail, dépend du chemin suivi.
D'accord, ça c'est une remarque qui est très importante et qu'on fera très souvent dans les exercices, puisque très souvent on calculera des travaux et on constatera qu'il faut effectivement absolument connaître le chemin. Il ne suffit pas de dire je vais de A en B, il faut savoir comment on y va, puisque selon comment on y va, on n'a pas le même coût énergétique. Donc ça c'est vraiment essentiel en thermo de savoir que le travail ne dépend pas juste de l'état initial et de l'état final. Donc j'insiste sur ce point, hein. Vous le notez, d'accord, en gros en gras, le travail dépend du chemin suivi. La fin du cours présente d'autres modes de transfert d'énergie, donc par travail électrique par exemple. Alors le travail électrique il est égal à la puissance électrique fois donc la durée d'échange. Alors la puissance électrique là elle est notée P. Comme la pression, alors évidemment il ne faut pas confondre les deux, hein. Normalement avec l'homogénéité de la formule ça se voit de façon évidente. De temps en temps la puissance je l'écris de façon curviligne pour pas confondre. De toute façon il n'y a pas d'excuse, hein. Une puissance ce sont des watts, des watts sont des joules par seconde, donc normalement on retrouve rapidement ce que c'est ce P, hein, qui soit écrit comme la pression ou pas. Alors évidemment comme c'est une puissance électrique, hein, on retrouve les formules de l'effet Joule, RI carré, voilà, ou U fois I pour la définition de la puissance en convention récepteur. Donc en gros les systèmes, on imagine des systèmes dans lesquels on plonge une résistance chauffante, hein, qui va chauffer de l'eau ou un gaz, hein. C'est le principe de la bouilloire électrique, hein. Voilà, donc ça c'est un autre moyen de transfert, hein, qui va être très utilisé dans la suite. Et enfin on termine avec les transferts thermiques. Alors les transferts thermiques, il se note Q, il est en joules, voilà. C'est une grandeur algébrique, de même façon que le travail, hein. Si c'est effectivement reçu par un système c'est positif, sinon si c'est négatif c'est cédé par le système. Et donc par unité de temps on va définir également une puissance thermique qu'on appelle également aussi flux thermique, qu'on notera des fois phi th pour flux thermique. Donc à nouveau c'est en watts, c'est algébrique, donc voilà, on va voir un peu comment on peut s'en servir. Donc les modes de transfert thermique, il y en a 3. Par conduction, donc là c'est surtout dans les phases condensées, hein, solide, principalement liquide aussi, et un tout petit peu dans les gaz. L'idée c'est un transfert d'agitation thermique, donc de proche en proche, donc il faut être proche, donc c'est plutôt en phase condensée. Par convection, donc là c'est par déplacement de matière, donc c'est plutôt dans les liquides ou les gaz, hein, les fluides, où on va avoir un déplacement de matière, et donc soit de façon naturelle, hein, avec les gradients thermiques, donc les déplacements de matière, ou alors forcés, donc dans le cas des fours à chaleur tournante par exemple, on a un ventilo qui force la convection. Voilà, donc il y a enfin le dernier qui est le transfert thermique par rayonnement. Par rayonnement, donc là on a un transfert qui se fait sans besoin de support matériel, hein. Donc c'est simplement une onde électromagnétique qui transporte l'énergie, et ça peut se faire donc dans le vide, hein. Donc je rayonne, vous rayonnez, on rayonne dans l'infrarouge, donc il y a un lien entre la longueur d'onde rayonnée et la température, hein. Donc c'est comme ça que fonctionnent les thermomètres infrarouges, hein, qui n'ont pas besoin de contact. Alors ensuite, les outils dont on aura besoin, c'est la notion de thermostat. Alors les thermostats, alors c'est évidemment un système idéal, hein. Donc certains systèmes non thermiquement isolés ont une température qui reste constante malgré les échanges thermiques. On les appelle thermostats ou sources de chaleur. Alors source de chaleur, ça va plutôt être ce terme-là qu'on utilise généralement. Et donc c'est des systèmes qui gardent une température constante. Et donc même si ils effectuent des échanges, donc par exemple l'océan peut considérer que c'est un thermostat, sa température est constante, si vous jetez un caillou chaud dedans, sa température va pas changer, pour autant il va quand même recevoir un peu d'énergie de ce caillou, et inversement le caillou va céder un peu d'énergie au thermostat. Donc il y aura comme ça des échanges entre thermostat et système, et évidemment dans le cas de thermostats idéaux,
c'est plus simple. Voilà, on finit sur une dernière notion que vous avez déjà rencontrée en terminale. Donc la résistance thermique, c'est un peu comme la résistance électrique. La résistance électrique, vous avez, on l'a noté R. Alors là, on va rajouter un petit RTH pour faire la différence. Donc l'analogie, la résistance thermique, vous avez un matériau donné, qui a une certaine taille, etc., caractéristiques rhéologiques. Donc vous avez dans le courant électrique, on avait ça comme notation, la différence de potentiel. Donc si là on avait le potentiel A, ici le potentiel B, on avait la différence de potentiel qui était VA moins VB, et donc on avait I, donc le flux de charge, puisque je vous rappelle que c'était dQ sur dt, qui était égal, en l'occurrence ici à U sur R, donc à moins, je vais l'écrire comme ça, je vais d'abord l'écrire VA moins VB sur R, ou si on préfère, I égale moins delta V sur R, où delta V c'est toujours V final moins V initial, donc là le final il est évidemment de ce côté là, donc moins delta V, c'est-à-dire moins VB moins VA sur R. Bon. Voilà, donc si on prend la résistance thermique, c'est pareil, on va avoir un flux qui va traverser un matériau, donc on va tout retrouver de l'autre côté, il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas de matériau qui absorbe l'énergie comme ça, et comme pour la charge, pas création ou absorption de charge, et donc on a ici une température TA, ici une température TB, et donc on a la résistance thermique, la résistance électrique était définie par moins delta V sur I, donc le flux de charge. Là, la résistance thermique est définie comme moins delta T sur le flux thermique. Voilà. Donc, juste pour finir, la résistance thermique, elle est égale elle dépend de la longueur du matériau. Plus le matériau est long, d'accord, plus ça résiste. Voilà. Donc sa longueur, elle dépend de sa longueur, de sa section, mais alors là en revanche plus la section est importante, moins ça résiste, puisque on va avoir une grosse surface pour pouvoir diffuser, et voilà, donc là c'est la section, et donc elle dépend d'une grandeur caractéristique du matériau, qui est donc sa conductivité, c'est-à-dire la façon qu'il a de conduire. Alors évidemment plus il conduit, moins il résiste, donc c'est pour ça que c'est au dénominateur, et donc avec les unités, comme le flux c'est moins delta T sur R, pardon, la résistance elle est j'aurais dû l'écrire dans l'autre sens, la résistance égale moins delta T sur flux, la résistance étant Kelvin watt moins 1, d'accord, température sur un flux, et donc la conductivité, comme la longueur ici est en mètres et la section en mètres carrés, vous avez l'unité de la conductivité qui se déduit de cette équation là. Voilà, donc ça c'est pour les flux thermiques, et donc pour les différents transferts d'énergie, donc thermique, travail des forces pressantes, travail électrique, vous devez connaître les définitions et les propriétés de ce courant.